bonsoir à tout le monde. Et puis, vraiment, encore une fois, merci à l'association PEA d'organiser ce cycle de présentations et de conférences sur le sujet du spécisme. C'est vraiment, vraiment, vraiment pire cool. Et du coup, ce soir, ouais, on va parler ensemble du coup des enjeux pour une société post-spéciste. Alors, du coup, est-ce que ça marche si je fais mon petit plan comme ça? Ouais, magnifique. Alors, du coup, on va ensemble un petit peu. Alors, le plan est assez simple, hein. On va juste un petit peu définir le cadre, parler effectivement de post-spécisme, s'attacher peut-être à la notion de post-spécisme à une région et un territoire que moi je connais, à savoir la Suisse, et plus particulièrement la Suisse romande. Et l'idée, c'est qu'après, il y a des conclusions et des perspectives, mais l'idée, c'est surtout qu'après, on puisse en discuter. Parce que je ne suis pas un expert dans le domaine, je ne suis pas ingénieur agronome, je ne suis pas climatologue, je ne suis pas éthologue, je suis un militant et donc mon domaine d'expertise, enfin, je ne suis pas expert sur la question, j'ai un intérêt, un vif intérêt pour cette question-là et je pense qu'on devrait tous en tout cas le discuter collectivement. Alors, du coup, le petit disclaimer à la base, c'est normal, c'est que effectivement, le mouvement animaliste, il est aussi truffé de biais. Et le fait est que je ne suis pas expert en la matière sur le sujet qu'on va parler, donc c'est possible que je dise des imbécilités et à cause de nombreux biais, donc biais de confirmation ou un manque de rigueur. Donc vraiment, à la fin, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc, dans un premier temps, à mon avis, ce qui me semble logique, c'est de définir un peu de quoi on va parler, du cadre en tout cas. Et pour ça, il se trouve qu'il y a peu de temps, il y a Pierre Sigler qui a sorti 2 articles qui sont disponibles sur l'Amorce. J'encourage vraiment tout le monde à parcourir ce site parce qu'il est vraiment, vraiment bien. Et justement, il fait la distinction sur le naturalisme et sur le fait que le naturalisme, en tout cas prescriptif, et l'antinaturalisme descriptif portent préjudice à la cause, à la lutte contre le spécisme. Donc là-dessus, je rejoins parfaitement Pierre Sigler et j'adhère en fait au naturalisme descriptif, à savoir le paradigme scientifique actuel qu'on retrouve dans les sciences, dans la biologie, dans la physique, dans la chimie, dans les mathématiques, et je souscris aussi à l'antinaturalisme prescriptif. Je considère effectivement que l'appel à la nature est complètement faux, et la nature en fait n'a pas d'intention, et encore moins effectivement une intention bienveillante. Et effectivement, dans notre lutte, j'ai l'impression qu'on jongle sans arrêt, on est en fait pas mal pollué en fait par le naturalisme prescriptif et l'antinaturalisme descriptif. Très rapidement, l'ensemble des exemples qu'on peut développer, moi je souscris au naturalisme descriptif qui est en fait de se baser sur des faits avec des hauts niveaux de preuves, à savoir que l'élevage est responsable, par exemple, de tant de pourcents d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Et tandis que la défense du spécisme se fait majoritairement sur un naturalisme prescriptif, comme le fait que les hommes sont des omnivores, donc c'est bon, on peut manger de la viande, et les lions mangent les gazelles, alors c'est bon, nous aussi on peut exploiter tous les cochons et toutes les poules qu'on veut. Et je souscris aussi du coup à l'antinaturalisme prescriptif, à savoir que je considère que le monde sauvage est violent. La notion d'équilibre naturel est un peu un espèce de truc un peu mystique qui est beaucoup employé dans la défense du spécisme. Et comme on va le voir aujourd'hui, ma thèse, c'est que les alpages ne sont pas voués à être éternels uniquement parce que les montagnes sont plus belles ainsi. Et c'est au contraire, voilà, c'est vraiment un argumentaire qu'on retrouve assez fréquemment, à savoir que les vaches, elles sont là pour être mangées, la place du sanglier dans la forêt pour être tué, pour être mangé. Et en vrai, il y a cette espèce d'essentialisme, à savoir que la nature, au final, fait bien les choses. Et il me semble que la réalité ne souscrit pas à ces arguments. Du coup, pour résumer, je suis naturaliste descriptif et antinaturaliste prescriptif. Aussi, un argument peut-être qu'on peut me donner, c'est pourquoi est-ce que je préfère parler de post-spécisme plutôt que de dire un monde vegan. Il faut aussi reconnaître que le véganisme en tant que tel pose des problèmes, puisque le véganisme en soi n'est qu'un mode de vie qui concerne là présentement que les individus qui sont humains.
Et effectivement, que le véganisme est relativement imparfait. C'est dans la manière, dans les faits, c'est plutôt constitué comme une espèce d'appel à la vertu qui parle rarement de spécisme et qui ignore bon nombre de problèmes. Et il me semble que la souffrance des animaux sauvages est un problème largement ignoré des militants qui utilisent le véganisme comme un peu l'alpha et l'oméga de la lutte. Et l'idée, c'est de parler d'un monde post-spéciste, donc un monde qui nous concernerait toutes et tous, à savoir les humains et les non-humains. Donc, pour parler d'un monde post-spéciste, il faut peut-être définir le spécisme, parce que je crois que ça n'a pas encore été fait dans ce cycle de présentation. Donc, ça fait maintenant une cinquantaine d'années que ce terme est assez employé dans la littérature scientifique. Ça fait globalement même une trentaine d'années maintenant qu'il est utilisé en francophonie grâce à la traduction de l'ouvrage de Peter Singer, La libération animale. Mais globalement, il y a plein d'intellectuels et de chercheurs qui ne sont pas forcément d'accord sur la définition. Et du coup, moi, je ne suis pas non plus un spécialiste pour essayer d'en trouver une. François Jacquet aura le plaisir de parler dans une présentation. Et à l'époque, c'est juste pour l'anecdote, mais je lui avais demandé, écoute, je suis un peu perdu avec tous ces trucs de définition sur le spécisme. Est-ce que tu arriverais à m'en donner une? Et il m'a juste dit, tu devrais prendre la bonne. Donc, du coup, je pense que je vais prendre la sienne, parce que c'est peut-être ce qu'il voulait dire. Et il aura tout le loisir de revenir dessus. Mais en gros, effectivement, le spécisme, c'est ni plus ni moins que la discrimination basée sur l'appartenance d'espèces. Et là, on regarde juste principalement, effectivement, les animaux, les êtres sentients, qui sont en capacité de ressentir des choses agréables ou désagréables. Donc, on ne va pas parler effectivement de la condition des végétaux et on ne va pas parler de la condition des minéraux, ou je ne sais pas, on va vraiment regarder la condition des êtres sentients. Du coup, le post-spécisme, alors comment moi je conçois un petit peu le truc? En fait, ce serait effectivement un monde qui serait sans abattoir, sans chasse, sans pêche, sans expérimentation sur les autres animaux, sans zoo, et énormément d'autres sujets. Mais de manière générale, ce serait une société qui aurait radicalement revu son rapport avec les autres animaux, où on ne serait plus dans un lien où les autres animaux seraient subordonnés à l'humanité, et il n'y aurait pas forcément de lien de domination et d'exploitation, et on prendrait en compte la souffrance des animaux sauvages. Ça me semble être un truc assez fondamental. Pour être synthétique, je ne vais pas pouvoir tout aborder en 45 minutes. Je ne vais pas pouvoir aborder la question d'expérimentation animale ou des zoos, etc. etc. Je vais surtout me centrer sur les questions qui peuvent être liées à l'agriculture, à notre rapport à l'utilisation du sol pour notre alimentation et notre rapport à l'environnement. Donc, force est de constater que, de mon point de vue, l'argumentaire animaliste de manière générale, alors il y a des intellectuels qui traitent cette question très bien, mais de manière générale, l'argument animaliste traite pas trop bien cette question. On entend souvent l'argument c'est bon, si on arrive à nourrir tous les animaux d'hydrantes, c'est bon, on pourrait nourrir toute l'humanité, point final. Et en fait, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. On ne peut pas nourrir tous les humains de la même manière qu'on nourrit aujourd'hui les animaux dans tous les élevages. Et je pense que c'est aussi ignorer la difficulté générale du monde agricole, qu'il soit dans des productions végétales ou des productions animales. Donc, l'idée, c'est aussi de dire que on ne sait pas trop où on va, mais le cadre théorique et technique, il n'est pas si vide que ça. On trouve des choses intéressantes. La solution, elle est, moi je pense qu'elle est plutôt ignorée collectivement et politiquement à cause justement du spécisme et du naturalisme prescriptif qui empêche du coup de se poser les bonnes questions, parce qu'on pense a priori que le monde serait radicalement différent dans son organisation spatiale si l'humanité serait végane. Donc il y a pas mal de biais là-dessus. Et je me suis en partie basé sur cette brochure qui a été faite par un groupe militant collectif, un ouvrage collectif qui s'appelle Pour une agriculture sans exploitation animale. Et je vais surtout là, dans cette présentation, défendre 2 points, à savoir qu'effectivement l'élevage n'est pas nécessaire à l'agriculture, et je vais aussi traiter le problème des termes dits marginales. Donc, d'abord,
dans le cas de postes spécistes, mon hypothèse, c'est que l'élevage n'est effectivement pas nécessaire à l'agriculture et que la production de viande est une production alimentaire qui n'est pas efficiente. Sur le diagramme ici, qui est tiré de l'ouvrage collectif, on voit, en fait, c'est de manière assez simple que globalement, les consommateurs secondaires ou les carnivores ne puissent qu'une infime partie de la matière organique qui peut être créée par les végétaux. Et comment dire, l'énergie qui peut être captée, plus on monte dans la chaîne trophique, plus, plus le réseau trophique est haut, moins c'est efficient. Et les herbivores, donc les vaches, les moutons, etc., en soi n'arrivent à capter que entre 10 à 30% de l'énergie qui a été faite par photosynthèse, la création de matière organique par les végétaux. Donc, de manière purement optimale, si on voudrait, parce qu'on est omnivore, on a la capacité de vivre sans manger des animaux, de manière optimale, effectivement, se nourrir de végétaux, c'est la manière la plus efficiente d'un point de vue de l'énergie et au niveau de la réduction des pertes d'énergie dans les déchets. Ce qui est important de dire aussi, ce qui me semble, c'est que l'argument qui revient souvent, c'est de dire que les animaux sont absolument nécessaires à la fertilisation des cultures. Donc, à chaque fois, en bas des slides, j'essaye de mettre des sources. Donc, ces sources sont aussi utilisées par l'ouvrage collectif. Mais l'idée, en fait, dans cet argument, moi, je pense que les animaux, effectivement, ne sont pas nécessaires à la fertilisation des cultures. Effectivement, on ne peut pas nier le rôle indéniable des milliards de bactéries et de champignons. Et ce qu'on trouve en fait dans les intrants animaux, le fumier, le lisier, etc., etc., on peut aussi le trouver dans des quantités similaires, voire même parfois plus intéressantes dans le compostage, les purins végétaux, les engrais verts, et aussi une source qui n'est pas spécialement utilisée et pas spécialement valorisée, à savoir le compostage de nos propres déjections. Les déjections humaines aujourd'hui ne sont pas spécialement valorisées. Mais l'idée, en fait, c'est de dire que les excréments d'une vache laissés dans un pré, ça c'est une citation du texte, ne fertilisent pas plus le sol que de laisser se décomposer durant l'hiver les plantes qu'elles auraient dû brouter sur le même pré. C'est tout à fait, par contre, possible de trouver du fumier qui peut être plus riche ou disponible en plus grande quantité pour, je ne sais pas, des nitrates ou de l'azote, mais à chaque fois, c'est de manière systématique. Les animaux qui ont produit ce fumier de meilleure qualité a été nourri avec des intrants externes, des céréales qui ont été achetées à l'extérieur, par exemple. Et l'idée, en fait, de mon argument, c'est aussi une citation de ce texte, c'est de dire que ça implique par la même occasion soit d'utiliser indirectement des engrais de synthèse, si ces céréales ont été cultivées ainsi, soit du coup d'appauvrir l'écosystème où elles ont été produites. Dans tous les cas, on peut absolument effectivement pas parler d'autonomie alimentaire, et l'autonomie alimentaire, ça va être un angle d'attaque qui va être utilisé dans le cadre, par exemple, de l'exemple suisse. Et ce qui est important de dire, c'est aussi de rappeler, même si je pense que ce n'est pas une nouvelle pour tout le monde, mais que l'élevage provoque des nuisances. Ce qui est important de dire, c'est que l'agriculture en soi, le fait de s'approprier un bout de territoire et de le façonner pour que ça nous rende service, produit automatiquement des nuisances ou une source de pollution, mais que ces nuisances sont effectivement à chaque fois amplifiées lorsqu'il s'agit de produire de la viande, du lait, des œufs, etc. Donc effectivement, je ne vais pas m'étendre spécialement dessus, mais au niveau de la déforestation, au niveau aussi des problèmes liés au régime hydrique d'une région, etc., etc., et puis même au fait que produire des protéines ou des produits issus de l'exploitation des animaux est extrêmement énergivore et consomme énormément d'eau. Ce qui est important aussi de dire au niveau de la déforestation, c'est l'anéantissement de l'habitat de bon nombre d'espèces sauvages. J'encourage peut-être tout le monde à aller voir la vidéo. Elle a été mise en ligne hier par Dirty Biology, qui est un vulgarisateur scientifique qui parle de biologie, et il parle longuement en fait de l'impact de la disparition des habitats de plein d'espèces sauvages, du fait que ces animaux qui ne vivent pas en détention vont se rapprocher des populations,
humaine et des élevages et effectivement propager bon nombre de pandémies comme celle qu'on est en train de vivre actuellement. Et voilà. Donc, du coup, j'aimerais maintenant un peu passer sur la problématique des terres marginales. Alors, qu'est-ce que j'entends par terre marginale? C'est le territoire où en fait il y a une production agricole qui est complexe parce que il y a peu d'eau ou parce qu'il fait super froid, c'est des montagnes, les terrains sont accidentés, etc. Et de base, effectivement, ce sont des endroits où il y a une densité de population qui est relativement faible. Et globalement, dans ces régions-là, il y a l'élevage qui est un peu présenté comme la forme traditionnelle de la production agricole dans les alpages, dans les pâtures. Et effectivement, il y a des animaux dans les élevages qui vont consommer des végétaux, des feuilles, des lichens, des choses que nous, on ne peut pas consommer et qui vont transformer ça en ressources alimentaires utilisables par les humains. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que l'élevage dans les terres marginales, donc dans les alpages, dans les pâtures, et c'est vraiment le cas en Suisse, c'est la forme d'élevage qui a peut-être la meilleure image parce qu'on est sur un élevage extensif où les animaux ils ont plein de place. Vous voyez, on imagine vraiment une autre relation en fait entre l'éleveur et les animaux qui composent un troupeau dans ces alpages. Et aussi, l'élevage dans ces terres marginales, il est vu comme nécessaire. Et c'est un petit peu ça que j'aimerais discuter principalement avec vous ce soir. C'est que si on prend le cas qui me concerne, à savoir ici du coup l'Europe de l'Ouest, l'Europe centrale et particulièrement le cas des Alpes, la problématique est vraiment, vraiment compliquée. On a depuis quelques années maintenant un phénomène de déprise agricole, donc ça veut dire que c'est une profession, le fait d'être éleveur dans les terres marginales, c'est une profession qui intéresse de moins en moins de personnes, c'est des métiers qui sont très durs et c'est des métiers qui effectivement sont super énormément subventionnés par les États. Les subventions là-dessus, elles ont plus ou moins deux fonctions, c'est de produire une alimentation, de la viande, des produits laitiers, du fromage, etc., dans des endroits où concurrentiellement l'élevage dans les terres marginales n'arrive pas à lutter contre les élevages de plaine qui arrivent à produire en plus grande quantité, etc., etc. Et c'est aussi pour donner en fait le rôle aux éleveurs d'un rôle d'entretien du paysage afin que ce paysage continue de constituer une image un peu idyllique, traditionnelle, de la vraie montagne qui aura été alors en fait façonnée par des siècles et des siècles d'exploitation du sol et des animaux. Ce qui est important de dire aussi, c'est que les éleveurs de montagne, ils vivent dans des conditions qui sont très complexes, qui sont vraiment difficiles, et dans bien des cas, enfin pas dans tous les cas, mais dans certains cas, effectivement, les éleveurs, ils vivent uniquement grâce à la totalité des subventions qui leur sont versées. Donc, la question en fait qui est essentielle à ça, c'est à moi la notion qui m'intéresse, c'est vraiment, est-ce que d'un point de vue écologique, le fait d'abandonner les alpages, d'abandonner les pâtures, c'est vraiment quelque chose, un phénomène négatif, voire dramatique pour les écosystèmes et pour la société humaine, son environnement, etc., etc. Donc, ce qui est important de dire, c'est que si on abandonne les alpages, si on abandonne les pâturages, ce qui va être consécutif à cet abandon, c'est le retour de la forêt, c'est le reboisement de ces zones-là. Les animaux, les surfaces qui seront libres de ces animaux, elles vont évoluer spontanément vers un milieu de forêt. C'est exactement quelque chose qu'on observe aujourd'hui avec le recul des glaciers, c'est-à-dire on avait une zone qui était emprisonnée par les glaciers reculent et on voit toutes les successions de lichens, puis de premières plantes herbacées, puis des petits arbustes, puis des gros arbres qui reviennent coloniser cet espace qui a été abandonné par le retrait des glaces. Et c'est exactement la même chose qui se passe si on arrête les alpages et les pâturages. Ce qui est important de dire, c'est que ce processus il se poursuit jusqu'à plus de 2300 mètres d'altitude. C'est vraiment, vraiment important. Donc, du coup, dans le cadre, par exemple, de la Suisse, ça concerne la totalité de toutes les pâtures ou de tous les alpages présents dans le Jura et la quasi-totalité des alpages qui sont présents dans les Alpes, en Valais notamment, par exemple, même en France ou en Italie. Ce qui est important de dire, c'est à quoi on peut y gagner. De base, s'il y a plus de forêts,
automatiquement, on diminue le risque de tous les glissements de terrain, d'avalanches, d'éboulements et d'inondations. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, puisque en Valais, il y a vraiment, par exemple, c'est vraiment un intérêt public. Il y a vraiment des sommes d'argent colossales qui sont dépensées pour mettre en place des structures qui permettraient de limiter le risque des glissements de terrain, les avalanches en hiver, mais même aussi ce qu'on appelle les laves torrentielles qui peuvent arriver comme ça en été, où c'est vraiment de la roche qui arrive mélangée à de l'eau. Enfin, ça provoque des dégâts sur les chalets et au final sur notre société. Et ce qui est important de dire, c'est qu'il y a vraiment cette possibilité de remplacer ces anciens alpages, ces anciens pâturages par des cultures vivrières d'altitude et même aussi d'utiliser le bois comme ressource. C'est souvent un argument, alors ça c'est absolument anecdotique, mais en discutant avec des gens qui défendent un peu le spécisme et du coup l'élevage dans les terres marginales, ils vont dire mais vous vous rendez compte si on doit faire des cultures dans les forêts, si on fait des cultures à la place des alpages, on doit terrasser, on doit modifier complètement le sol, mais en fait, dans le cadre, par exemple, du Valais, on ne se pose pas du tout cette question quand il s'agit de faire des vignes pour faire du vin blanc. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne se poserait pas cette question-là pour faire des champs de soja ou de quinoa ou de pommes de terre ou de n'importe quelle autre culture vivrière. Et ce qui est important aussi, c'est la contribution extrêmement positive des forêts vis-à-vis de la lutte et de la mitigation par rapport au changement climatique. Et ce qui, en tout cas, se détache de ces arguments, c'est vraiment de dire, il y a un peu des paysages immuables à pas toucher, mon Dieu, il ne faudrait pas remettre en cause ça. Là, c'est typiquement un exemple de naturalisme prescriptif où on va prêter, en fait, une essence à ces zones, à ces régions. Donc, en fait, d'un point de vue purement concret, l'élevage en terre marginale, vouloir mettre fin à l'élevage en terre marginale, c'est plutôt, il n'y a pas tellement de problèmes écologiques, il y a pas mal de questions sociales qui peuvent être soulevées par cette remise en question. Ce qui est important, c'est peut-être de revenir un peu de ces élevages dans les alpages. En fait, c'est pas si ancien que ça vient vraiment du XVIIe et du XVIIIe siècle, où on avait avant, du coup, très faible population qui avait comme modèle agricole plutôt des cultures végétales, vivrières pour survivre un peu en autonomie. Ils utilisaient aussi pas mal la foresterie. Et ce qui est important de voir, alors ça c'est un peu mon point de vue, c'est un peu avec l'apparition et le fait que le capitalisme en fait sort un peu des centres urbains et va jusque dans les vallées de montagne, eh bien en fait c'est au bénéfice des grandes villes que les élevages en terre marginale apparaissent, puisque les produits laitiers, le fromage et la viande qui sont faits de ces élevages sont perçus, et c'est encore le cas aujourd'hui, comme des produits à très haute valeur ajoutée, et c'est vraiment destiné à l'exportation vers les personnes qui ont les moyens de s'acheter ces produits chers dans les centres urbains qui, au XVIIe, XVIIIe siècle, étaient en train de naître. Et concrètement, ce qu'on peut voir, c'est que historiquement, l'élevage des terres marginales a conduit à perdre, en fait, pour les personnes qui habitaient dans ces endroits, à perdre cette autonomie alimentaire qu'ils avaient à l'époque. Donc, ce qui est important, c'est que je ne suis pas en train de nier le rôle de l'exploitation des animaux dans ces zones quand il faisait très froid en hiver, etc. Je ne veux pas moraliser même des communautés actuellement qui continuent de survivre ou de vouloir atteindre l'autonomie en continuant d'utiliser des animaux, mais mon but c'est vraiment de nuancer cette espèce de mythe auquel on ne pourrait pas toucher, que l'élevage dans ces zones, c'est un peu une fatalité, on peut faire que ça, etc. Donc maintenant, on va un petit peu regarder ce qui se passe un peu plus concrètement en Suisse. Alors, pourquoi moi je souhaite une société, un monde post-spéciste? Dans un premier temps, c'est pour éviter le meurtre de actuellement pratiquement 80 millions d'animaux qui sont tués. Donc le graphique sur la droite, c'est le nombre total d'animaux terrestres qui ont été tués en Suisse entre 2006 et là, le graphique s'arrête en 2015, mais globalement, il continue de monter. Voilà, il se trouve que tous ces animaux aujourd'hui sont nés de manière artificielle, et ce qui d'ailleurs n'est jamais
pointé du doigt par les défenseurs du naturalisme prescriptif et tous les essentialistes qui défendraient le spécisme. Mais grosso modo, on n'aurait pas d'effet négatif à la disparition, du meurtre de 80 millions d'animaux pour ce qui est de la Suisse. Et en France, c'est 3 millions par jour. Enfin, on est sur des quantités astronomiques d'êtres sensibles qui sont tués. Et ce qui est important de dire aussi, et c'est là où le naturalisme prescriptif et l'essentialisme posent problème, c'est que oui, il faut qu'on soit clair aussi, la majorité des animaux d'hydrantes appartiennent à des espèces qui disparaîtront si on est sur un monde post-spéciste, très, très clairement. L'essentialisme et le naturalisme prescriptif, il essaye de donner une espèce de place immuable à la bonne marche du monde. Et c'est souvent un argument qui est dit, mais vous vous rendez compte, vous voulez faire disparaître les animaux. Il se trouve que la plupart des animaux ont été créés par l'homme, ils ont été modifiés, entretenus par l'homme dans l'unique but d'optimiser une production d'ordre alimentaire. Donc, je pense que en tout cas, adopter une vision purement d'antinaturalisme prescriptif, c'est de dire il faut qu'on cesse de raisonner en termes d'espèces et qu'on doit plutôt raisonner en termes d'individus, accorder de la valeur à ce qu'il y en a vraiment, à savoir la vie de ces myriades d'individus qui sont tués. Et quand on regarde en Suisse concrètement quelles sont les implications sur le terrain pour la manière dont on utilise en tout cas l'espace en Suisse. C'est un petit exercice de pensée que j'ai fait là sur ces 2 infographies, mais quand on regarde un champ en Suisse, il y a plus d'une chance sur 2 que ce champ soit destiné à nourrir les animaux qui sont élevés en Suisse. Et ça ne suffit pas du tout à nourrir les animaux en Suisse. Si on devait mettre tous les champs qui nourrissent les animaux en Suisse dans le même champ, on obtiendrait un champ de 1500 km², c'est à peu près la superficie du canton de Lucerne. Mais si à ça on ajoute toutes les importations qui viennent de l'étranger, on arriverait en fait à plus de 4000 km² de terrain, donc ce serait la superficie du canton de Genève, du canton de Vaud, du canton de Fribourg en plus, qui serait utilisée pour nourrir les animaux. Je suis désolé, il y a juste mon chat qui veut rentrer, je reviens tout de suite. Je m'excuse. Donc je ne sais plus où est-ce que j'en étais, mais l'idée en fait c'était de dire que dans le cadre suisse, souvent les défenseurs de l'élevage oublient d'internaliser en fait toutes les importations qu'il y a derrière. Ce qui est important aussi, c'est de regarder peut-être le coût que ces importations ont. Donc là, c'est simplement un petit graphique sur, on va dire, ces 30 dernières années. Mais concrètement, c'est-à-dire que chaque année en Suisse, je n'ai pas les chiffres pour cette année, mais concrètement, il y a 630 millions de francs suisses qui sont dépensés pour acheter du blé, du soja, du maïs, du tournesol, etc., pour nourrir les animaux qui y a en Suisse. Donc on peut totalement imaginer que dans un cadre post-spéciste, cet argent puisse être utilisé pour valoriser en fait la transition des éleveurs. Ça, c'est une question d'ailleurs qu'il faut qu'on aborde. Que vont devenir les éleveurs? La question, c'est aussi ces 630 millions, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas les utiliser pour faire du monitoring environnemental, de la reforestation, etc. etc. En fait, ce n'est pas une question aussi bête que ça. Et l'Agroscope en Suisse, qui est un institut scientifique, travaille sur cette question. Et en 2018, a sorti une analyse de potentiel. Ils se sont dit, OK, mais en fait, si admettons, je sais pas, il y a la Troisième Guerre mondiale qui arrive, ou une grosse catastrophe à l'extérieur, comment on serait capable de nourrir les habitants du territoire en Suisse? Et ils sont arrivés à la conclusion que le modèle de production alimentaire suisse n'était pas du tout optimal. Et le résultat qu'ils ont sorti en 2018, c'était de dire en fait, il faudrait presque que la totalité de la population suisse soit
soit végétarienne. Alors, il y aurait pratiquement plus d'élevage de poules, de dindes, pratiquement plus d'élevage de cochons, mais voilà, dans leur scénario, il y aurait quand même la part belle aux vaches du coup dans les terres marginales grâce à la production de lait, de fromage. Ce qui est important de dire, c'est que ce scénario-là, ils l'ont basé en partant du principe qu'on avait besoin de manger de la viande et des produits animaux pour être en bonne santé, ce qui n'est pas le cas. Mais rien qu'avec ce calcul et cette étude qui est déjà disponible, on voit en tout cas une baisse significative du nombre d'animaux qui sont tués par année. Cette analyse de potentiel, juste pour situer, peut-être pour les personnes qui ne sont pas au courant, mais en Suisse, là, actuellement, il y a une initiative qui va être votée par le peuple d'ici quelques années sur l'interdiction de l'élevage industriel. Donc, cette étude a un peu rebondi dessus et c'était assez intéressant. Mais ce qui est important de dire, c'est que c'est les chercheurs qui ont fait cette étude, ils sont en train d'en refaire une nouvelle, à savoir sur un scénario qui prendrait que des cultures qui seraient liées à l'humain. Ce serait juste 100% végétal, avec des Suisses qui seraient tous avec un mode de vie vegan. Donc, il y a cette petite vidéo que je vous laisserai voir, qui est sur la page de RTS Info, où justement la RTS est allée interviewer un chercheur, et honnêtement, les chercheurs sont plutôt favorables à cette idée, ne sont pas du tout fermés d'esprit, et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez encourageant. Mais du coup, juste pour revenir du coup, sur le spécisme en Suisse et la manière dont on aurait à rediscuter collectivement de la manière dont on utilise le sol, c'est qu'on a un quart de la population, pas de la population, de la superficie, pardon, plus d'un quart de la superficie de la Suisse qui est utilisée de près ou de loin à l'exploitation des animaux via les alpages. C'est juste de la superficie, c'est vraiment, vraiment une donnée qui n'est pas négligeable. Et si on est dans un univers un petit peu post-spéciste, qu'est-ce qu'on va devoir refaire en fait sur toutes ces parcelles de terre qu'on aurait à rediscuter? Justement, il y a l'hypothèse de laisser de la place à la forêt. Et c'est juste pour dire, il y a peut-être plein de gens qui ne sont pas forcément au courant, mais en Suisse existe déjà, par exemple, la totalité de production végétale qui pourrait faire en sorte que les Suisses, les résidents suisses aient une alimentation végétalienne tout à fait adéquate. Il y a du quinoa dans le Jura, il y a du soja sur le canton de Genève. Donc, ces choses existent déjà, et on pourrait tout à fait les rediscuter collectivement si les abattoirs ferment et que les élevages du coup, arrive à disparaître aussi. Et juste, on arrive gentiment à la fin. Ce qui est important de dire, c'est que de toute manière, on va devoir, même si les animalistes ont une pression dans la société ou pas, on est de toute manière obligé de rediscuter la manière dont on va utiliser le sol à cause justement des changements climatiques. Juste pour situer, aujourd'hui on est en 2020, il y a quelques années de ça, il y a eu la COP21 et la Suisse, par exemple, s'était engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. S'il n'y avait pas d'élevage, on aurait déjà atteint cet objectif de réduction des gaz à effet de serre. Donc, on ne sait pas comment le sol pourra être utilisé plus tard. Il y a vraiment plein de pistes, plein de perspectives, mais globalement, qu'il y ait des végans ou pas, on va de toute manière être obligé de rediscuter notre environnement. Donc là, j'arrive déjà un petit peu à la fin et c'est cool parce qu'il faut du coup qu'on puisse en discuter. Donc, il y a énormément de questions qui restent en suspens, à savoir qu'est-ce qu'on souhaite comme modèle agricole. Il se trouve que le débat, par exemple, sur les OGM est extrêmement pollué par le naturalisme et l'essentialisme, le naturalisme prescriptif et l'essentialisme. Donc, il s'agirait peut-être de rediscuter en fait de quel modèle agricole on souhaite avoir. Personnellement, je ne suis pas persuadé que la permaculture arrive à nourrir la totalité de la population, comment feraient les gens dans les villes, etc. On a vraiment tout ça à rediscuter et je pense que c'est une discussion collective. Et un axe auquel on ne pourra pas, à mon avis, déroger, c'est la prise en compte de la souffrance des animaux sauvages dans notre environnement proche. À mon avis, ça va être un passage obligé. Il ne faut pas qu'on l'ignore. C'est souvent
un espèce de sujet que les gens, c'est presque un tabou, les gens ne veulent pas parler du sujet de la prédation, mais je pense qu'il va falloir parler de ce sujet. Il se trouve que plusieurs intervenants vont en parler dans les prochaines présentations. Mais pour moi, ça me semble être un passage obligé et il faut qu'on se positionne là-dessus, qu'on encourage les chercheurs et le monde scientifique à enquêter là-dessus. Et voilà, du coup, impact, ce qui est important de dire, c'est que le réchauffement climatique est là et on ne peut pas connaître l'évolution sur... il y a mon chat qui arrive dans le cadre, je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, les événements extrêmes, les tempêtes de vent, les inondations, etc., tout ça va très nettement... on a des pistes sur l'évolution, mais il y a tellement d'inconnus, notamment aussi sur les pandémies à venir. Et là, je vous renvoie encore une fois à l'épisode de Dirty Biology. Ça pose aussi la question des animaux d'élevage. Là, je vous renvoie à la vidéo de Sébastien Moreau qui est sortie aujourd'hui sur des vaches libres qui vivent sur une île dans le nord de l'Écosse. C'est une superbe histoire. Ça pose aussi la question du rôle des sanctuaires. Il se trouve qu'en Suisse allemande, par exemple, il y a le refuge de Hofnar. Et pour la petite histoire, c'est un éleveur laitier qui s'est rendu compte qu'il n'arrivait plus à envoyer ses vaches à l'abattoir et il s'est complètement reconverti en fait. Aujourd'hui, ces vaches sont toujours en vie et il a réussi à développer d'autres revenus grâce à la foresterie, grâce à des revenus, grâce à des cultures végétales, etc. Et un truc qu'il faut qu'on accorde aussi, c'est une place aux éleveurs dans ce débat, puisque les éleveurs ont aujourd'hui dans le milieu animaliste plutôt une mauvaise image. Les gens ont une mauvaise image des éleveurs, ils pensent que c'est souvent des tortionnaires ou quoi, mais c'est aussi des gens, à mon avis, qui ont leur mot à dire, qui sont pour certains en extrême souffrance et qui auraient leur place à dire. Donc ma conclusion, pour moi, elle est simple, c'est que le monde post-spéciste, a priori, il est possible, il est en tout cas nettement souhaitable. On parle... Yves Bonnardel parle, et moi aussi, du coup, je souscris à son hypothèse d'une écologie sentientiste qui prend en compte les individus plutôt que les espèces. Et en tout cas, il faudrait qu'on mette fin au naturalisme prescriptif et à l'antinaturalisme descriptif qui pollue plus le débat qu'autre chose. Et il y a Wendy qui est en train de faire n'importe quoi sur mon clavier, mais c'est pas très grave puisque j'ai terminé.